Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous en studio, ancien ministre spécialiste des questions internationales et auteur de cet ouvrage, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, aux éditions Odile Jacob. Évidemment, votre voix est importante et votre regard sur la situation ce soir l'est tout autant. Emmanuel Macron impulse demain une réunion, d'urgence, mais on peut le dire, on nous dit réunion informelle, sommet informel, avec les dirigeants européens. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait complètement distancer, alors moi je ne le regarde pas avec vos yeux, évidemment, je n'ai pas vos yeux d'experte, mais complètement distancé par Donald Trump et Vladimir Poutine, qui sont en train de régler tous les deux la question en Ukraine et de ne pas prendre en compte, évidemment, le point de vue du président Zelensky, donc l'Ukraine, et encore moins de l'Union européenne. On va tenter de reprendre la main, mais c'est pas trop tard, Pierre Lelouch. Écoutez, ça nous pendait au nez. Ce que je reproche à nos dirigeants, les illusionnistes qui nous gouvernent depuis 3 ans que dure cette guerre, c'est d'avoir, pour des raisons explicables, d'indignation, d'émotion, vous être engagés dans cette affaire, parce que c'est quand même une guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie depuis 3 ans. Pour les meilleures raisons du monde, si on veut, mais enfin quand même, sans le moindre objectif stratégique, en suivant simplement ce que faisait l'administration Biden. Et l'administration Biden disait, on ira aussi longtemps que nécessaire, on va éviter la 3e guerre mondiale, mais on va donner des armes, ça va durer aussi longtemps que nécessaire. C'était la mantra de l'OTAN. Donc on s'est mis derrière ça, sauf que Biden est sorti et que Trump arrive avec une toute autre appréciation de la situation. Lui, son problème, c'est la Chine, c'est l'Amérique d'abord, donc je sors, j'arrête la guerre. Et il l'arrête sur un coup de téléphone avec Poutine, vendredi dernier, et ça s'arrête aux conditions des Russes, c'est-à-dire que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, ce qui était le problème numéro 1 des Russes depuis le début, depuis 30 ans. Faut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Nous, on a ignoré, pensez-moi, très bien. Rentre pas dans l'OTAN. Deuxièmement, la guerre s'arrête sur la ligne de cessez-le-feu. Et la ligne de cessez-le-feu, c'est le Donbass plus la Crimée qui vont être du côté russe. Donc, c'est une défaite pour l'Ukraine, bien sûr, mais c'est une défaite majeure pour nous, les Européens, qui étions mariés avec l'idée de redonner à l'Ukraine sa souveraineté, qu'on finirait par battre les Russes. On a été bien naïf, Pierre Lelouch. Mais oui, mais bien naïf. Tout était écrit. Oui, vous l'aviez écrit dans votre livre. Voilà, tout ça, c'est... Je redis, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Lisez-le, vous allez voir effectivement tout ce qui va se passer. Ça me rend triste. Mais c'est irrattrapable. Je suis en colère contre ceux qui nous ont conduits à ce résultat, parce que le résultat est tragique. Vous allez avoir un pays dévasté, instable politiquement, économiquement en ruine, et militairement surarmé. Voilà le pays dont on va hériter. Et les Américains nous disent, attendez, l'Ukraine va être neutre, et les garanties de sécurité et la suite, c'est votre affaire à vous, les Européens. Sauf que si vous vous engagez en Ukraine, vous le faites à vos risques et périls, hors de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire hors garantie américaine. Donc la question qu'ils ont à résoudre demain à l'Élysée, tous ces chefs d'État qui nous ont amenés ici, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un strapontin à la table des négociations entre les Américains et les Russes ? C'est quand même de l'avenir de l'Europe dont il est question. C'est invraisemblable d'imaginer que cet endroit qui est stratégique entre l'Allemagne et la Russie sera réglé par les Américains et les Russes hors la présence de l'Europe. C'est l'effacement définitif de l'Europe. Mais Pierre Lelouch, je vous repose ma question, c'est rattrapable ou pas ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour ? C'est une question. Sur cette histoire de strapontin, c'est pas évident. Et sur l'affaire des garanties de sécurité, ça l'est encore moins, parce que Zelensky, qui vient de perdre les Américains, et qui vient de leur refuser les terres rares, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tourne vers les Européens en leur disant... Il faut que vous ayez une armée européenne de 200 000 hommes pour nous aider. Mais bien sûr. Sauf qu'on n'a pas les 200 000 hommes. Mais non. Et que entrer en Ukraine, c'est rentrer dans le bourbier. Et il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pays maintenant ? Donc on est arrivé dans une situation, on leur a promis de rentrer dans l'Union européenne. Rappelez-vous. Mais bien sûr. On a dit, avec Madame von der Leyen, le chef de guerre autoproclamé de toute cette histoire, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Mais ils ont ni l'état de droit, ni la situation économique pour le faire. Comment est-ce qu'on va gérer ce pays ? Où trouver l'argent pour la reconstruire ? Il y en a pour 700 milliards d'euros en moins. Comment remonter nos budgets de défense ? Parce qu'il faut le faire. On a dit depuis 3 ans, moi j'ai entendu le président de la République dire réarmement, souveraineté européenne, défense européenne. Mais où il est le réarmement des Européens ou des Français ? Bien sûr. Et malheureusement, on est dans une situation où le roi est nu, on vient de prendre cette énorme claque, et il va falloir se ressaisir. À un moment
où on a 3 000 milliards de dettes et où il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, en tant que citoyen, je suis vraiment inquiet. Je me dis, mais dans quoi ils nous ont mis et comment on en sort? Il va falloir que la France se ressaisisse. Moi, je ne crois pas du tout que les solutions soient à Bruxelles. Il faut que les Français prennent la décision, comme on l'a fait dans l'histoire, dans des moments de gravité comme ça, de se ressouder, de se donner les moyens militaires de la situation nouvelle. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, Pierre Lelouch. Ça va prendre du temps, ça. C'est des années d'efforts. Du temps et de l'argent que nous n'avons pas. Beaucoup d'argent. Et puis, on a un moment de l'histoire qui est très difficile. Mais très compliqué dans tous les domaines. Vous avez raison, Pierre Lelouch. Il faut aussi, et c'est Thierry Breton qui le soulignait, ancien commissaire européen, qui disait qu'il faut que les dirigeants européens s'accordent entre eux aussi sur cette question. Mais enfin, Monsieur Breton, il a fait aussi partie des illusionnistes qui nous proposaient 1 million d'obus en un an. On les a pas vus, les obus, tout simplement parce que il n'y a pas eu de commande. Pour qu'une industrie de défense produise des armements, tu sais qu'on sait en faire en France, on est même très bon dans ce domaine, encore faut-il passer les commandes pour acheter des machines et former les hommes. Et ça n'a pas été fait. L'argent n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'on est en déficit. Donc il va falloir trouver des systèmes, des emprunts, ouvrir le débat devant les Français. Il faut qu'on soit capable de réarmer la machine France, que les Allemands fassent pareil, les Anglais pareil, et que ça va prendre un temps infini, Pierre Lelouch. Vous y croyez, vous, à une force armée européenne? Non, certainement pas. J'ai beaucoup étudié ces questions et j'en suis revenu... Non. Vous savez, la mort, c'est une affaire grave. C'est pas Madame van der Leyen, avec sa commission de gens non élus, qui vont faire tuer des Français ou des Allemands. Ça peut être qu'une décision prise par les autorités élues dans les différents pays. Donc il faut que chaque pays arrive à reformer ses forces militaires à la hauteur d'un conflit aussi dur que celui que nous avons en Ukraine. 1 million de tués et de blessés, quand même, depuis 3 ans. C'est terrible, c'est épouvantable. Une ligne de front de 1000 kilomètres. Il y a 1 million d'hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de force en Europe de l'Ouest, du tout. C'est pour ça qu'on est totalement dépendant des Américains et qu'on s'est installé dans cette dépendance, malgré tous les grands discours. On va réarmer. On n'a pas réarmé. Et quand les Américains changent de président et qu'ils s'en vont, on se retrouve gros gens comme devant. Avec en plus une guerre à côté de nous et un pays qui a beaucoup souffert, qui a besoin d'aide. Et voilà, ça va être... On va perdre l'Ukraine, Pierre Lelouch? Est-ce qu'on peut... je pense qu'on va... on va certainement perdre la partie Est, c'est-à-dire en fait la partie russe, anciennement peuplée par Catherine II, le Donbass, la Crimée. C'est très compliqué l'histoire de l'Ukraine. Ça remonte à 900 ans avec la Russie. Mais bon, nous occidentaux, on va dire, on s'arrête sur la ligne de cessez-le-feu, on ne reconnaît pas les conquêtes militaires russes, on va faire comme en Corée ou à Chypre, on ne reconnaît pas l'occupation russe, et en même temps, on va s'efforcer, maintenant que l'Ukraine va être neutre, de lui apporter des garanties de sécurité et de la préparer progressivement à rentrer dans l'Union européenne. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, et puis quelque chose qui ressemble à une défense suffisamment forte pour dissuader les Russes de pousser leur avantage, maintenant qu'ils sont en position de force. Pierre Lelouch, question également sur l'OTAN. Quel avenir pour l'OTAN? Vu le comportement des États-Unis, la tension qui peut y avoir entre l'Union européenne... On a changé de monde, madame. Ouais. Donc l'OTAN est fini. Peut-on dire ce soir que l'OTAN c'est terminé? Je dirais pas ça comme ça, mais ce sera une alliance totalement différente. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est un double divorce. Les Américains nous ont dit militairement, nous on a autre chose à faire, c'est-à-dire les Chinois, etc. Donc préparez-vous à prendre vos responsabilités. À vous débrouiller tout seul. Donc ça veut dire des dépenses militaires à 5% du PIB et pas à moins de 2% comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire un effort maximum. Et 2, il y a un divorce idéologique. Le vice-président américain, qui est le plus intelligent de la bande, c'est l'homme qui est vraiment à suivre. Oui, Monsieur Vance, qui vient d'une famille très pauvre, qui a été faire l'armée pour payer ses études, qui a ensuite fait de brillantes études. C'est un type de première qualité. C'est le théoricien du nouveau parti républicain. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Europe a perdu le sens de ses valeurs. Et que on est dans un progressisme tel qui fait que petit à petit, on s'est interdit la liberté d'expression dans beaucoup de domaines. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je rappelle qu'en France, on en est jusqu'à supprimer une chaîne de télé. Je peux vous le dire, puisque j'en suis une des incarnations. C'est invraisemblable. Imaginez, si c'était chez Orban ou chez Poutine, on supprime une chaîne de télé. Parce que ça ne plaît pas. Non, mais ça, c'est inacceptable. Ça ne s'est jamais vu, Pierre Lelouch. Jamais vu. Dans une démocratie. Non, mais
faut dire, on est dans un pays où on peut plus dire les choses. Et vous savez, Pierre Lelouch, que personne ne s'émeut, ni les syndicats. Moi, oui, je vous remercie de le faire, parce que ni les syndicats, ni les hommes et les femmes politiques, personne ne s'en émeut. Alors les syndicats de Canal+, les syndicats, oui, mais les syndicats extérieurs, personne ne dit rien. Il y a des centaines de personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Marquez, mon bouquin sur l'Ukraine, qui déplaît parce que je disais la vérité, a été interdit sur France Inter, sur France Info, sur toutes les autres chaînes publiques. Mais c'est ça, ce pays, on n'a même plus le droit de débattre, on ignore. Oui. Donc si vous êtes ignoré parce que vous appartenez à l'extrême droite, donc vous êtes, voilà, on vous met dans une catégorie. Oui, c'est ce que on n'appartient pas à l'extrême droite. Mais bien sûr que non. Mais ce que disait le vice-président américain, c'est écoutez votre peuple. Ne mettez pas dans des catégories, faites pas des cordons sanitaires. Écoutez ce qu'ils ont à dire et respectez ce qu'ils ont à dire. On est en train de l'oublier en Europe. Donc vous me dites, quel est l'avenir de l'OTAN ? Il n'y a pas d'avenir. Disons les choses, Pierre Lelouch. Il n'y a pas d'avenir pour l'OTAN tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce sera une autre alliance, puisque les Américains vont garder, je pense, leur responsabilité sur les pays membres, qui ne voudront pas l'étendre à l'Ukraine. Mais ça fait longtemps, depuis Obama, que l'Amérique est en train de changer de pied, de pivoter, comme ils disent, vers l'Asie, parce que c'est l'Asie qui représente le vrai défi du XXIe siècle pour eux. C'est plus l'Europe. Bon. Mais la question suivante que vous ne posez pas, c'est quel est l'avenir de l'Union européenne si l'OTAN disparaît ? Non, parce que oui, mais vous m'avez dit que l'OTAN n'allait pas disparaître. Non, mais si l'OTAN change et que la protection américaine s'évapore, petit à petit, parce que c'est ça qui... Vous y croyez à l'Union européenne ? Justement. Comment est-ce que l'Union européenne survit s'il n'y a pas de socle de sécurité commun ? Survit pas. C'est une des questions que je traite dans mon livre. Parce que survit pas l'Union européenne. Toute l'histoire de l'Union européenne ne s'est faite qu'après la constitution de l'OTAN. Il fallait d'abord que Papa Amérique vienne protéger l'Europe avant que les Européens... Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on n'était pas autonome dès le début. Bien sûr que non. Bien sûr que donc ça peut pas fonctionner. On a été chercher les Américains parce qu'on avait peur des Russes et donc on a construit l'Europe, le traité de Rome 1957, sur la base du retour des Américains en 54. C'est ça la chronologie. Et donc aujourd'hui, s'il y a une crise majeure entre les deux rives de l'Atlantique, les Européens vont devoir se prendre en main. Ça veut dire trouver un nouvel équilibre entre l'Allemagne et les autres pays. Sauf que nous avons décroché de l'Allemagne économiquement, que beaucoup de pays vont essayer de s'agréger autour. Ça va ressembler un peu à l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale. C'est ça que je crains. C'est terrible, ça. Oui, j'ai très peur d'une situation géopolitique où on se remette à parler. Vous verrez, de ce qu'on appelait la question allemande. Qu'est-ce que vont faire les Allemands ? Pays le plus puissant. On a quand même l'arme nucléaire, nous. Oui. Pierre Lelouch. Oui, mais l'arme nucléaire, vous avez vu, pendant le conflit ukrainien, personne n'y touche. Non. Personne n'y touche. Non. Vladimir Poutine a menacé plusieurs fois d'envoyer... Il y a une grande discussion sur l'arme nucléaire. Des missiles sur Paris ou je ne sais quoi encore. Oui. Une longue discussion. La mauvaise nouvelle de la guerre d'Ukraine, c'est que la guerre peut survenir malgré les armes nucléaires. Vous êtes dans le continent en Europe, il n'y a plus de dissuasion nucléaire, qui est le plus couvert d'armes nucléaires, et les gens font une guerre de haute intensité depuis 3 ans avec une puissance nucléaire. Ça veut dire que malheureusement, contrairement à ce qu'on a vite cru en France, la seule possession de l'arme nucléaire ne vous protège pas contre toutes les guerres. Elle vous protège contre une attaque nucléaire. Mais c'est une sacrée responsabilité d'effectivement d'appuyer sur le bouton. C'est peut-être ça aussi, c'est que personne ne le fait, parce que s'il y en a un qui le fait, c'est la fin du monde. Je pousse un peu loin, Pierre Lelouch. La guerre conventionnelle redevient possible. C'est ce qui vient d'être démontré. Et si vous faites l'impasse sur vos forces conventionnelles, vous risquez de perdre la guerre avant qu'elle commence. Donc, d'où l'urgence de repenser notre système de défense, de réarmer rapidement. C'est ça l'effort qui va être devant les Français. Et tout ça va prendre beaucoup de temps. À un moment où il n'y a plus d'argent et où les gens ont la tête ailleurs. C'est pour ça que je parlais d'illusionnisme, parce que le rôle des hommes d'État, c'est de préparer les peuples à l'effort. C'est pas de leur faire croire que ça va être réglé. Surtout quand la décision n'est pas entre vos mains, elle est entre les mains des gens à Washington. Mais où va-t-on trouver l'argent ? On est déjà dans le rouge écarlate, Pierre Lelouch. Où va-t-on trouver cet argent ? Il va falloir qu'on y arrive. La France a connu d'autres grands moments très difficiles dans son histoire. Rappelez-vous, à l'époque du général de Gaulle, on sortait des guerres coloniales, on avait été battu en Indochine, on a eu des moments terribles en Algérie, notre économie était dans une situation encore pire. Il n'empêche qu'il s'est trouvé un groupe d'hommes pour redresser ce pays. Et ils ont su le faire. Bon, maintenant, il appartient à cette génération de le faire. De trouver ce groupe d'hommes, peut-être. Oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Churchill et de Gaulle sur les étagères en ce moment. Non, mais c'est vrai. Non, mais Pierre Lelouch, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut un leader charismatique qui arrive à
à remonter Écoutez, la France à moi, partir de 2027. Je continue à être optimiste pour notre pays parce que c'est un vieux pays, qu'il a eu énormément d'épreuves dans son histoire depuis un bon millier d'années et qu'on a su les surmonter. C'est un tournant dans l'histoire de l'Europe, ce que nous vivons, qui interpelle tous les Européens, mais la mauvaise solution, c'est de croire que la solution est à Bruxelles. La solution, elle est chez nous, en France. Il faut la trouver, il faut la trouver. Il faut la trouver. Il faut que, effectivement, et ne pas compter sur je ne sais quel commissaire européen pour vous fabriquer des obus ou fabriquer une je ne sais quelle armée européenne. Donc c'est pas tout de suite. Il va falloir réagir vite. Commençons par l'armée française et lui donner les moyens de se battre dans un environnement qui est devenu très très difficile. Est-ce que je peux vous poser une question de politique nationale, Pierre Lellouche, sur une nomination qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui, enfin une candidature, la nomination prochaine de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel à la place de Laurent Fabius. Il y a deux autres personnalités politiques, le sénateur LR Philippe Bas et l'ex-député Laurence Vichnievsky, qui vont aussi faire leur entrée. À la place de 2 ex-juristes, 7 membres sur 9 du Conseil seront donc des anciens responsables politiques et qui plus est plutôt à gauche. Mais non, mais c'est une mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire. Pourquoi ? D'abord parce que le Conseil constitutionnel, c'est important. C'est lui le juge de toutes nos élections, y compris de la présidentielle. C'est le pivot de tout notre système juridique. Donc tout notre système juridique est basé sur la confiance des citoyens à l'égard de ce petit groupe d'hommes et de femmes, et notamment de son président qui a encore plus de pouvoir que tous les autres. Pour que la confiance existe, il faut au moins 2 ou 3 conditions, qui sont les suivantes. 1, qu'il ait un minimum de compétences. Bon, là, dans le cas présent, on a affaire à le droit constitutionnel, c'est pas ça. C'est pas auto-moto qu'on apprend. Ouais. Première remarque. Ou mutuelle de Bretagne. Deuxième remarque, qu'il n'y ait pas de controverse sur la personne. Or, il y en a beaucoup. Même si elles ont été déclarées comme prescrites par la Cour de cassation. Troisièmement, il faut qu'il y ait un minimum d'indépendance. Or là, il y a une allégeance absolue à un homme, M. Macron, qui a fabriqué M. Ferrand depuis le début. Quand j'étais député à l'Assemblée il y a fort longtemps, j'ai sans doute croisé M. Ferrand, je m'en souviens pas, c'était un backbencher, comme on dit, un illustre inconnu au fin fond du Parti socialiste. Le voilà devenu, par la grâce de M. Macron, président de l'Assemblée, ministre, puis président de l'Assemblée nationale, puis président du Conseil constitutionnel. Bon, ça s'appelle du copinage politique. Ça peut se concevoir éventuellement dans des pays bizarres, mais donner la présidence du Conseil constitutionnel à un personnage de ce genre, c'est pas une bonne idée pour notre démocratie. Je le dis comme je le pense. Et c'est tout à votre honneur. Merci infiniment, Pierre Lellouche, d'être venu dans le studio d'Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage, où vous avez effectivement anticipé tout ce qui allait se passer. La suite est écrite dans votre livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment, Pierre Lellouche. Il est 19h30 sur Europe 1.